Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à La Consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Dans l'épisode du jour, je reçois Théo, qui est tout jeune chef en psychiatrie de l'adolescent. Il m'a raconté comment il vivait cette période particulière où il peut enfin dire qu'il est docteur. Il a partagé aussi ses débuts, de sa passion pour la philosophie à celle pour la psychiatrie, les mots et les moments qui marquent son externat et son internat, sa joie d'apprendre et de progresser toujours dans le monde médical. Nous avons parlé du soignant qu'il souhaite être et du rôle de l'écriture. Je vous laisse découvrir cette rencontre tout en sensibilité et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Théo, bienvenue à La Consulte. Bonjour, merci de m'accueillir. Pour commencer cet entretien, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît, de la façon dont tu le souhaites ? Alors je m'appelle Théo, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans et puis donc je suis actuellement depuis 2 jours chef de clinique assistant en psychiatrie, plus particulièrement en pédopsychiatrie, spécialisé en psychiatrie adolescent. Voilà, je vis à Paris, j'ai toujours vécu à Paris et puis je continue ma vie professionnelle ici. Je viens de terminer mon internat et donc je suis dans un moment de transition assez particulier. Voilà. Alors on va parler de ce moment de transition tout à l'heure. On va évoquer ton parcours dans l'ordre chronologique. T'as toujours voulu être médecin ? Non, j'ai pas du tout toujours voulu être médecin. En fait, moi, j'ai longtemps été bon à l'école, mais il a toujours fallu que je travaille. Comparé à mon grand frère qui, lui, par exemple, était très fort, très fort sans bosser, sans vraiment devoir faire ses devoirs, etc. Moi, j'ai dû toujours travailler. Mes parents m'ont poussé. Et puis, arrivé au lycée, je me suis fait une blessure au genou. Alors, je faisais beaucoup de sport, je faisais du basket. C'est presque tout ce qui m'intéressait à l'époque. J'étais dans un bon lycée parisien néanmoins parce que j'avais quand même des bonnes notes. Mais j'étais pas assez fort en maths ou en physique et j'étais pas très intéressé, donc j'avais pas des très bonnes notes au lycée. En maths, j'étais vraiment dans les derniers de la classe en première. Et j'avais pas vraiment d'idée de quoi faire après le bac. Je savais pas trop, mais arrivé en fin de première, je sais que mes parents étaient déçus et que j'ai entendu des mots de mes parents qui m'ont vraiment fait ça m'avait fait du mal de décevoir mes parents à ce moment-là, donc je me suis un peu repris. Puis je me suis blessé en début de terminale au basket, donc j'ai dû arrêter de jouer à bon niveau, ce qui m'a laissé beaucoup de temps. Et donc je me suis mis à travailler. Je me suis mis à travailler bizarrement à la philosophie, où je suis devenu assez bon en terminale. J'avais des très bonnes notes et je prenais beaucoup de plaisir à bosser ça. Et les sciences et vie, la SVT. Et m'est venue une sorte de motivation, à force d'avoir discuté avec mon père, de faire médecine en terminale, parce que ça m'ouvrirait beaucoup de portes et parce que j'aurais la possibilité de faire plein de choses différentes, enfin ce que je voulais. J'avais peut-être déjà l'idée en tête de faire quelque chose en rapport avec la psychologie, avec la psychiatrie, et donc un peu la philo aussi, mais dans la médecine. Donc je me suis mis à travailler, et je me suis mis à bosser assez rigoureusement en terminale pour avoir mon bac avec une mention. Voilà, c'était comme un premier test avant la médecine à ce moment-là, avant la première année. Et j'ai eu une mention bien en bossant assez rigoureusement. C'est le seul truc qui marchait pour moi, c'était de me faire des programmes vraiment très rigoureux chaque jour, noter ce que je devais faire, etc. Et puis donc j'ai eu cette mention et donc j'avais décidé de faire la première année de médecine. J'avais choisi une fac qui était théoriquement un peu plus facile parce qu'elle était en banlieue parisienne, où il y aurait moins de maths, moins de physique, mais pas de chance, c'était la réforme, la première réforme PACES. Donc on avait exactement les mêmes choses que toute la France. Et donc voilà, j'ai fait ce concours de la première année en voulant faire médecine sans avoir une vocation depuis longtemps de vouloir être médecin, mais en ayant déjà un attrait pour l'humain, pour l'autre, et je pense un attrait pour la psychologie et la philo. Voilà comment j'ai commencé et comment j'ai abordé ça. Tu t'es épanoui en PACES et pendant tes études de médecine, parce que si t'aimais beaucoup la philosophie, t'as dû être un petit peu perdu en première année, non ? Non, je me suis pas épanoui. De toute manière, en fait, je suis arrivé en médecine avec l'idée en tête que il fallait être meilleur que les autres. Donc c'était, j'ai comme transféré ce que j'avais, ce que j'avais au sport, c'est-à-dire un grand esprit de compétition et l'interdiction de perdre, ou vraiment le grand esprit de compétition. J'ai transféré dans la médecine. Donc je suis arrivé avec une idée en tête, comme quoi j'étais meilleur que les autres.
parce que j'avais fait un lycée parisien, parce que j'avais une mention et parce que j'allais dans un lycée dans une fac de banlieue. C'était une idée un peu reçue que je m'étais auto-créée, mais ça a marché. C'était comme, je sais pas, j'avais créé un peu ce mythe que j'avais en tête, qui me poussait à travailler énormément. Donc non, il y avait pas, c'était pas une partie de plaisir, c'était un sacrifice d'un an. Je voulais le faire en un an, pas deux. Je voulais réussir du premier coup. Et donc j'ai dû travailler tous les jours, et c'était tous les jours je me levais à 7 heures et j'arrêtais de travailler à 22. C'était réglé comme une horloge tous les jours. Non, c'était un sacrifice. Je faisais pas de sport, je pouvais plus avec le genou. Je restais assis au bureau tous les jours. J'avais eu de la chance d'avoir une prépa. Mes parents ont pu m'aider. De toute façon, moi, j'ai eu beaucoup de chance, et c'est ce que je dis aujourd'hui. J'ai pu faire médecine parce que mes parents m'ont aidé aussi structurellement. C'est-à-dire, voilà, j'avais un cadre de travail facile, aisé. J'ai pas eu à avoir un travail pour payer mes études, etc. Donc ça, c'est aussi une chance que j'ai. Et après, j'ai fourni le boulot et j'ai fait le sacrifice. Et les matières en P1, elles sont horribles. Tout ce qui est mathématiques, chimie, biochimie, etc. On apprend et on régurgite, et ça n'a pas d'utilité nécessaire après. C'est vraiment pour tester les connaissances. Il y a eu quelques trucs très cool, la physiologie, l'anatomie, tout ce qui touchait un peu à la médecine, le début de la psychologie. Voilà, c'est quelques trucs qui touchaient à la médecine, les ébauches, ça c'était sympa. Mais sinon, toutes les matières scientifiques, c'était éprouvant. Et l'ambiance était assez dure, parce que finalement, c'est être meilleur que les autres, et on fait tout pour. Et quand tu parles de sacrifice, tu crois que tu as sacrifié quoi pendant cette année? Moi, pendant cette année, j'ai sacrifié du temps. J'ai sacrifié du temps, j'ai sacrifié de l'amusement. J'avais pas de loisirs. Tout ce que je faisais, c'était travailler. Je prenais des pauses, je regardais une série où je mangeais des gâteaux, des bonbons, et puis je me remettais à travailler. Je sortais pas voir mes amis le week-end, j'allais pas à des soirées. Voilà, pendant un an, j'ai fait ça, sauf pendant les vacances où je pouvais sortir. À l'époque, j'avais une copine, je la voyais une fois par semaine, je sais pas, une heure, même pas. Voilà, je faisais que travailler. Et c'était ça un peu le sacrifice, mais ça a payé. Et puis psychologiquement, c'était pas évident. Mais j'étais bien entouré et j'avais le support affectif et familial qu'il fallait. Donc ça a bien marché. Je sais pas si je l'aurais fait une deuxième année, je me suis jamais posé la question. J'avais un peu cette insolence d'être convaincu que je l'aurais en première année. Un jour, ma mère m'a dit mais qu'est-ce que tu fais si tu l'as pas? Je lui dis ça, c'est pas une question à laquelle je peux répondre. Donc j'étais un peu buté comme ça. J'étais un peu devenu une machine. C'était un peu ça. Et la deuxième année, alors ça s'est passé comment après? Toujours en mode machine? Non. Une fois que j'ai eu la première année, déjà, j'étais content, soulagé. Et puis après, j'ai relâché un peu, mais toujours rigoureux, donc jamais de rattrapage, toujours à travailler petit à petit. Mais voilà, j'ai repris ma vie normale. C'était vraiment un an de sacrifice. Après, j'ai repris ma vie normale. Je revoyais mes amis, je sortais, je faisais plein de choses. J'ai repris le sport, Donc j'ai repris une vie normale, mais voilà, j'allais à la fac, j'allais en cours. On prend plus de plaisir parce qu'on découvre l'hôpital, on découvre ce monde un peu étrange. Moi, je me souviens, mon premier stage d'infirmier, c'était en réanimation la nuit, donc à l'hôpital de Vicenne. Et c'était complètement nouveau, c'était délirant à quel point c'était excitant d'y aller. Donc la sémiologie, enfin tout ça, c'était passionnant. Donc la P2, ça devenait passionnant. Et puis il y avait tout, voilà, l'ambiance était bien meilleure. Enfin, c'était presque une autre discipline. Donc ça allait beaucoup mieux. Tu dirais qu'en P2, tu t'es épanoui dans les apprentissages? Ouais, je pense que ça commençait quand même. C'était un peu, il y avait encore un truc, enfin il y avait encore pas mal de trucs un peu qui me dérangeaient, que j'aimais moins, c'est-à-dire tout ce qui est très très scientifique, type biochimie, biocellulaire, embryologie, tout ce qui est du par cœur, un peu comme ça, parce que pour moi c'était du par cœur, ça. Il y a des gens qui captent direct, qui arrivent à comprendre. Moi, c'était vraiment, fallait que j'apprenne par cœur, je faisais des fiches et des fiches et des fiches. Par contre, la physiologie, ça devenait vraiment intéressant, la sémiologie aussi, puis aller au lit du malade en stage de sémé en fin de deuxième année, on est fiers, on a notre stéthoscope, enfin tout ça commence, quoi. Après, il y a l'externat qui commence, et ça aussi c'est pareil, on découvre l'hôpital, on découvre les internes, on découvre les chefs, donc on rentre dans le monde, et là c'est quand même vachement excitant,
Et, euh, et les matières aussi s'affinent petit à petit. On s'écarte des sciences pures pour aller plus vers les sciences médicales, et ça devenait passionnant. Pour certains aspects, ça devenait passionnant. Des trucs que j'aimais, d'autres moins. C'était quoi les trucs que t'aimais et les trucs que t'aimais pas? Bah, tout ce qui était physiologie, j'aimais beaucoup parce que la chance qu'on a en médecine, c'est que finalement après on sort de ces études et on sait comment marche le corps humain. On sait quasiment tout. Et puis moi voilà, j'aimais la physiologie globale. Il y a des trucs plus durs où j'aimais moins, c'est quand il y avait un peu de physique ou de chimie là-dedans. Au fur et à mesure de l'externat, les trucs les plus compliqués pour moi, c'était quand même tout ce qui était apprendre les antibiotiques, enfin toutes les classes, les choses comme ça. Parce que petit à petit, j'ai compris que bah, moi, ce que j'aimais, c'était la psychiatrie. Donc toutes les spécialités qui devenaient quand même, qui restaient très scientifiques ou qui restaient très difficiles à apprendre, étaient plus difficiles, voilà, pour moi à accepter de travailler. Mais paradoxalement, il y a des stages que j'ai adorés. Par exemple, moi, j'ai adoré l'hématologie quand j'étais externe, alors que c'est quand même très très loin de la psychiatrie. Mais il y avait ce truc de pouvoir prendre une feuille de biologie et de quasi aller au diagnostic du patient, et ça, je sais pas, de faire l'inspecteur, c'était assez, ou détective, c'était assez sympa, et puis les pathologies sont très précises, donc c'est paradoxal parce que c'est très scientifique aussi. Et voilà, après il y avait des spécialités que j'ai plus ou moins aimées en fonction des rencontres qu'on fait aussi, et en fonction du moment de l'internat, de l'externat, pardon. Il y a des rencontres qui t'ont marqué particulièrement? Durant l'externat, Ouais. bah, durant l'externat, clairement, je pense que il y a des stages qui m'ont marqué plutôt que des rencontres, à vrai dire. Les stages qui m'ont marqué, c'était par exemple les stages d'urgence, urgence SAMU dans le 93, parce qu'on voit des trucs quand même très très durs. Il y a un autre moment qui m'avait marqué, c'était un stage de médecine interne aussi, où j'ai un patient qui est passé par la fenêtre du 5e étage, qui était normalement menotté, qui, grâce à un radiateur, a cassé la fenêtre. Et moi, j'ai vu la scène, en fait. Donc j'ai cru que c'était un suicide, mais en fait, c'était une évasion. Et donc on voit des trucs assez bouleversants comme ça, où on voit des trucs assez violents, parce que bah, après, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu ce patient, voilà, qui était pas mort, mais qui était en mauvais état. Donc on vit des choses, en tant qu'externe, assez particulières. Mais là, j'ai été bien entouré à ce moment-là. Et avec le SAMU aussi, j'ai vu des trucs assez terribles. J'ai vu des braqueurs qui s'étaient retournés en voiture. La voiture ressemblait plus à rien, et donc on est arrivé avec le SAMU. Il y a un des braqueurs qui a fini dans le camion de SAMU et qui a fait une hémorragie sur fracture du visage, je pense. Et il y avait que moi, donc j'ai commencé la réanimation parce que la chef était en train de prélever pour un AES. Et au final, ce patient décède dans le camion, et il y a un pompier qui arrive et qui dit tant mieux pour sa gueule. Et ça, c'était déterminant pour moi dans le sens où j'ai compris que on pouvait pas dire ça. On pouvait pas dire ce genre de choses, en tout cas pas nous. C'est-à-dire que on doit soigner quiconque, on doit bien le faire du mieux qu'on peut, même si les gens en face de nous, peu importe ce qu'ils ont fait. Et ça m'a fait faire un master 1 d'éthique, bioéthique de recherche. C'est cette phrase quasiment qui m'a fait creuser un peu tout ça. Et donc là aussi, j'ai fait des superbes rencontres durant le master 1. Je l'ai fait en 2 ans. Je crois que c'était pendant ma D2, D3 ou D3, D4, je sais plus. Alors D2, D3. Et donc des rencontres superbes. Et puis quand on fait un master de éthique bioéthique, on étudie de la philo, on étudie énormément de choses passionnantes, Paul Ricoeur, etc. Et donc on étudie ce que c'est le soin. Et j'avais fait j'ai fait un mémoire sur la relation entre le médecin et le criminel, qui était un mémoire qui m'a beaucoup plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et donc ça, c'était voilà, du fait des expériences que j'ai vécues entre le patient qui a essayé de s'évader de l'hôpital, parce que là aussi, c'était posé la question de savoir ou pas pourquoi il était là alors qu'il était menotté au lit. Moi, j'avais pris la position de pas vouloir savoir en tant qu'externe pourquoi il était menotté, pour le traiter comme tout le monde. Et puis cet autre patient qui est décédé dans le camion du SAMU, quand le pompier a dit bien fait pour lui. Voilà, c'est ces phrases-là qui restent et qui déterminent un peu quel médecin on veut être, ou qu'est-ce qu'on veut chercher, quel type de soignant on veut être, ou qu'est-ce qu'on veut comprendre dans les relations humaines qui sont inhérentes à la médecine. Ça m'a beaucoup marqué. Est-ce que tu as réussi à répondre à cette question? Est-ce que tu as vraiment une idée de quel soignant tu as envie d'être? Et est-ce que tu arrives à être le soignant que tu as envie d'être?
Je pense que c'est encore en construction et c'est ça qui est génial, c'est que ce sera toujours en construction. En plus, ce sera toujours en fonction de ce qu'on vise, c'est-à-dire qu'on a des idéaux et puis là, par exemple, je viens de prêter serment et c'est quand même quelque chose de très symbolique, mais être le soignant que j'ai envie d'être, j'espère me rapprocher le plus du soignant et du médecin que j'ai en tête et que j'ai envie de devenir, avec des valeurs du fait de toutes les expériences que j'ai pu avoir. Mais malheureusement, non, bien heureusement, on est humain sous la blouse. Donc on a des réactions qu'on contrôlera pas nécessairement, on a des réactions qui appartiennent à l'humain, des émotions qui appartiennent à l'humain. Donc même s'il faut pas pleurer avec un patient qui nous raconte que sa femme est décédée en 2 heures dans une gare aux urgences psychiatriques et que son monde s'écroule, si on pleure avec lui, c'est pas grave, c'est comme ça. Il faut juste accepter finalement ce qu'on vit auprès des patients. Toute cette démarche-là, moi, je l'ai vécue après, au début de mon internat. Parce qu'en psychiatrie, on a affaire à l'autre, aux émotions des autres, au vécu des autres, aux histoires des autres. C'est passionnant, c'est extrêmement enrichissant, mais c'est aussi ça peut être très bouleversant, ça peut être très fragilisant. Et donc, il a fallu en faire quelque chose de ça, des histoires des autres, des rencontres, de la rencontre avec la folie, avec la souffrance, avec la douleur, avec la maltraitance, avec tout ce qu'on peut imaginer qu'on trouve en psychiatrie. Et moi, j'ai trouvé, ma façon à moi de traiter tout ça, c'était l'écrit. C'était d'écrire des histoires, de raconter ce que je vivais. Et c'est ce que j'ai fait pendant quasi tout mon internat. Et je pense que ça m'a aidé à me rapprocher du médecin que j'ai envie d'être, c'est-à-dire celui qui accepte de ressentir en tant qu'humain des choses, et qui accepte après d'en faire quelque chose pour pas qu'elles restent latentes ou de pas en faire un déni, d'accepter qu'on vit des choses compliquées avec les patients, d'être dans la empathie certes, de pas tomber dans la sympathie pour pouvoir les aider, mais ça déborde parfois, et c'est comme ça, mais il faut savoir en faire quelque chose, selon moi en tout cas. Est-ce que tu as envie de m'en dire un peu plus sur ce soignant que tu as envie d'être, de me le décrire un peu plus précisément? Je pense que idéalement, moi le soignant que j'aimerais être, c'est un soignant à l'écoute, déjà, qui accepte la singularité de l'autre à chaque fois et qui tente de la préserver. En psychiatrie, la difficulté aussi, c'est de pas se retrouver à être dans une position où on se met en avant, où on parle plus que le patient, on se protège en soi-même parlant énormément pour ne pas entendre ce qui est dit en face. Donc j'aimerais être un soignant qui écoute, qui sait écouter, et qui sait aussi prendre le temps. Au cours de mon internat, ce que j'ai appris aussi, avec un peu de difficulté, c'est de devenir patient. C'est un peu particulier de dire ça comme ça, mais j'ai cultivé la patience, parce qu'au début j'étais très impatient comme interne. Je voulais tout savoir tout de suite, c'est-à-dire je voulais avoir toutes les clés directement, parce qu'en psychiatrie c'est ça qu'on veut, c'est comprendre comment on peut aider l'autre avec ce qu'il nous dit, avec des thérapeutiques, avec un diagnostic, avec des symptômes, mais parfois ça met des semaines. Et ça, l'accepter, c'était pas évident au début, et j'ai fait des rencontres où on m'a dit slow down, prends le temps, écoute, c'est pas à toi qui impose le rythme. Et puis il a fallu accepter la chronicité aussi. Arrivé en psychiatrie, on soigne pas les gens nécessairement, on les accompagne, on les aide, on les soulage, on est là, on est présent, mais il y a des pathologies, pour beaucoup de pathologies qu'on prend en charge, qu'on va pas éradiquer. Donc ça aussi c'était particulier, il faut l'accepter, donc il faut devenir humble. Et donc je pense que je tends à être un médecin humble, un psychiatre humble. Et puis le fait de travailler avec les adolescents et donc de faire aussi de la pédopsychiatrie, je pense que c'est aussi ça me demande de la patience, ça me demande
d'accepter de revivre parfois des souvenirs d'enfance, d'adolescence, de vivre moi-même des mouvements un peu adolescents, d'accepter le jeu, JEU, le jeu de l'enfant, le jeu de l'adolescent, d'accepter leurs oppositions, leur façon d'être. Et ça, c'est pas évident. Il faut avoir une flexibilité. Il faut accepter de pas tout contrôler. On contrôle pas tout, encore moins quand on est avec les enfants et les adolescents. Et c'est un travail en commun. C'est aussi travailler avec les familles. Et donc, c'est beaucoup de patience. Il faut être humble et à l'écoute. Moi, je pense que c'est ça, surtout les choses primordiales sur lesquelles j'aimerais me concentrer en tout cas. Il faut être à l'écoute de soi. Une des choses les plus importantes selon moi et qui n'était pas très facile, mais ça c'est un autre point, quand on est un garçon médecin à Paris par exemple, c'est d'accepter de partager ses émotions ou ses ressentis, d'accepter de partager ses failles ou de partager des histoires où on raconte qu'on a été touché ou qu'on s'est senti fragile ou qu'on peut écrire avec un peu de poésie certaines choses, qu'on peut partager des textes où on raconte son vécu interne hyper intime, qui en même temps que beaucoup partagent. C'est ça que j'ai découvert. Donc ça nous porte, mais c'est pas évident dans le monde de la médecine aussi d'accepter de partager ses failles et ça, un peu ce vécu-là intime. Voilà. Les gens étaient surpris parfois. Parce que quand j'écris anonymement avec un pseudo. Et la plupart du temps, on pensait que j'étais une fille, par exemple. Parce qu'un garçon ne partage pas ses émotions, ou peu, dans ce monde-là. Mais une carapace n'a pas cette façon de partager ses expériences. Donc ça, c'était assez drôle. Mais j'ai dû apprendre à naviguer avec. Le regard un peu de mes collègues, par exemple, quand ils apprenaient que c'était moi. Parce que parfois, ça s'apprenait. On va reparler de l'écriture. Tu as dit que c'était venu pendant l'internat, mais comme j'essaye de faire un truc à peu près chronologique, j'aimerais bien que tu me racontes pourquoi la psychiatrie, à quel moment c'est devenu une évidence pour toi que ça allait être de la psychiatrie, et pourquoi ce choix? Je pense que j'avais déjà les prémices remontent au lycée et aux longues discussions que j'ai pu avoir avec mon père après les dîners, par exemple. C'était des longues discussions centrées sur l'humain, sur peut-être un peu la psychologie. Il est pas médecin, il n'y a pas de médecin dans ma famille, il est pas psychiatre. Mais il est universitaire et intellectuel. Donc on avait des grandes discussions comme ça. J'avais la chance de pouvoir apprendre énormément de choses au dîner. Et du coup, je pense que ça commence là, puis un peu avec la philo quand même, cet attrait pour la philosophie. Et puis après, en P1, on a quand même des cours de psycho, donc ça m'allait plus. Mais que j'ai un peu laissé de côté l'idée de la psychiatrie. J'ai fait plein de stages en externat, j'ai fait un peu en externat. Mais quand il a fallu ouvrir le bouquin Le Collège de psychiatrie, je me souviens très bien de cette année-là. Je crois que c'est la quatrième année d'internat, je pense. Ça commence à faire longtemps. Je me souviens très bien de la passion avec laquelle je pouvais lire ces chapitres. C'était passionnant. C'était juste passionnant de découvrir ce que c'était la schizophrénie, par exemple. Ce qu'étaient les délires, ce qu'étaient les troubles névrotiques, enfin toute la sémiologie. Je me souviens très bien. Il y avait deux bouquins. Il y avait Le Collège et il y en avait un autre. Je me souviens plus du nom. Et dans l'autre, il faisait des vignettes historiques, un peu des anciens syndromes de Capgras et tout. Donc j'ai cherché sur Internet l'historique des syndromes psychiatriques, l'histoire de la psychiatrie. Voilà, c'était une évidence pour moi que j'étais fait pour la psychiatrie. Pas l'inverse, je pense pas que la psychiatrie soit faite pour moi, mais comme moi, j'étais fait pour en faire. Et que découvrir ce qui se passe dans l'esprit humain, les mécanismes de la folie, je crois que, voilà, là, à ce moment-là, quand j'ai ouvert ces bouquins-là, c'était une évidence. C'est devenu encore plus une évidence quand je suis passé à l'unité ado de Montreuil, qui est une unité assez superbe. Je suis passé en tant qu'externe. Donc là, ma vocation pour les ados, je pense, elle est née là, auprès de ses soignants et auprès du docteur que j'ai rencontré là-bas, le docteur Teboul. Donc ça, c'est probablement la rencontre majeure de mon externat et puis après de mon internat, parce que je suis retourné en tant qu'interne.
Là-bas, j'ai appris à être avec les patients, à vivre avec eux, à pas être juste un soignant paternaliste. Là, on vivait avec eux, il y avait de l'institutionnel. Et j'ai vu comment ils faisaient les psychiatres là-bas, les pédopsychiatres, et ça m'a passionné. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à lire plus et à me passionner pour ça. Et je savais à partir de la 4e année que j'allais faire psychiatrie. Donc l'externat est devenu beaucoup plus facile à partir de ce moment-là, parce que la psychiatrie à Paris, c'est plus facile à avoir. Et puis quand on sait ce qu'on veut, j'étais pas angoissé parce que je savais que j'aurais psychiatrie à Paris, et donc je pouvais me concentrer là-dessus surtout. Mais je pense que la rencontre décisive, c'était l'unité ado, ouais. Ça c'est sûr, pendant l'externat. J'y suis retourné d'ailleurs en tant qu'interne pour mon premier stage de pédopsie. C'était mon 6e semestre. Je suis retourné en tant qu'interne, et c'était aussi encore une autre confirmation que je voulais faire là de la pédopsie adolescent. Donc c'est le livre et ensuite le stage que tu as fait finalement assez tôt, si tu étais en 4e année, qui t'ont vraiment... Peut-être en 5e année, ouais. Peut-être en 5e année d'internat. D'externat, pardon. Je comprends tout. Mais probablement en 5e année d'externat. C'est sûr que c'est ça qui a confirmé. Et puis après, une fois passé le CN, la psy adulte, l'entrée dans l'internat aussi, c'était assez génial parce que, on arrête enfin de travailler comme ça toutes les matières, toute la médecine. On peut enfin se concentrer sur ce qu'on aime. Et puis l'arrivée dans l'internat à Paris de psy, on est beaucoup, on a une belle promo et il y a plein de séminaires optionnels. Et donc là, j'ai pu apprendre énormément de choses. J'ai pu apprendre tout ce que je voulais apprendre sous l'angle qui m'intéressait. Par exemple, je me souviens qu'il y avait un séminaire optionnel en première année d'internat de psychiatrie sur la cinéma et psychiatrie. Et donc on allait le lundi après-midi à l'hôpital Tarnier dans un ancien amphi assez mythique, regarder un film qui était commenté après. C'est vrai, c'était génial. Puis c'était un peu la libération, quoi, après cet externat. T'as aimé la période de ton internat ? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Parce que enfin, on pouvait se concentrer sur la spécialité qu'on voulait, enfin moi que je voulais étudier, donc j'ai pu approfondir. Moi, j'ai pu aller à des séminaires de psychanalyse, j'ai pu lire énormément de bouquins et des bouquins sur l'histoire de la psychiatrie aussi. Et ça, je pense que c'était capital parce que savoir ce qui a été fait avant en France, ailleurs, mais aussi en France, qui étaient les grandes figures de la psychiatrie. Parce que la psychiatrie, c'est quand même, c'est une drôle de spécialité. Elle est légèrement à part, elle est très politique. Elle représente les maux de la société. Elle représente, elle représente beaucoup de choses. Elle porte beaucoup de choses. Elle est aussi pas trop regardée. Elle est laissée à part. Donc s'y intéresser à cette histoire-là et aux acteurs actuels et passés, c'était très intéressant. Et puis faire des rencontres avec des médecins qui nous passionnaient plus ou moins, mais qui nous passionnaient quand même en cours, c'était génial. Et puis il y a une liberté un peu là après de vie de jeune, quoi. On finit l'externat, on peut enfin à Paris c'est comme ça. J'ai pu enfin me barrer de chez mes parents, j'ai pu avoir beaucoup plus de temps pour moi, voyager, faire la fête. Enfin, c'était quand même une sorte de libération. Grandir un peu, même si après l'internat, je trouvais quand même que c'était encore un moment assez adolescent. Et j'en sors maintenant. T'as vécu une adolescence de médecin pendant l'internat ? Un peu, parce que non seulement avec l'externat, on a une jeunesse légèrement décalée avec la P1, avec d'autres trucs. On est toujours étudiant à 24 ans, puis on est encore étudiant pendant tout l'internat, pseudo-étudiant, on est un peu entre les deux, puis en stage, on est en psychiatrie, en tout cas, on est un peu materné, on est un peu toutes les responsabilités, on n'a pas la paye qui va avec, on a encore des cours, on a encore des examens, on a encore la thèse, on a encore des mémoires, on n'en finit pas. Et donc en fait, c'est que à 30 ans ou à 28 ou 29 maintenant, quoi, à la fin de l'internat, que ça se termine et qu'on a quand même l'impression, ok, là, de devenir vraiment adulte, quoi. Enfin, ça, c'est peut-être assez personnel, hein, ce ressenti-là, mais parce qu'il y a quand même des gens très adultes pendant l'internat. Mais d'être toujours l'interne, ça nous laisse un peu ce goût-là qu'on est encore des enfants.
Parfois d'ailleurs, il y a des médecins qui nous disent allez les enfants, on va voir tel patient. C'est drôle. Et alors, l'internat, tu me disais, c'est l'époque où tu as commencé à écrire aussi. Tout à fait, j'ai commencé à écrire, c'était l'été de mon internat, donc c'était le 2e semestre. Ouais, j'ai commencé à écrire là, à ce moment-là. En fait, le 1er semestre, c'était un stage de secteur, donc la psychiatrie classique et lointaine, c'était au fin fond du 93, j'étais un peu dans un ancien asile, quoi, on va le dire. C'est un gros secteur là-bas, avec des patients très chroniques, c'était passionnant, hein, il y avait des symptomatologies passionnantes, mais ça pouvait être douloureux à rencontrer. Et donc, ah non, oui, puis mon premier texte, je me souviens, c'était pendant la période où il y avait une épidémie de suicide d'internes. Sur cette année-là, sur la première année de mon internat. Mon premier texte, il s'intitulait « Pourquoi l'interne se suicide ?» Et j'avais écrit un texte que j'aime pas trop maintenant, parce que je le trouve pas très bien écrit. Enfin voilà, mais bon, c'est 5 ans plus tard, je le trouve pas très bien écrit, puis je le trouve un peu, je sais pas, pessimiste. Mais bon, il s'appelle « Pourquoi l'interne se suicide ?» Mais où je parlais de l'usine qui était la médecine, depuis la P1 jusqu'à la D4, où on devait acquérir énormément de compétences techniques, énormément de compétences théoriques surtout, et que après on pouvait être lâché dans des services dès le premier stage d'internat comme du bétail avec 20 patients. Je parlais surtout pour d'autres spé, hein. Mais même si la psychiatrie, ça peut être ça aussi. Donc voilà, c'était un texte un peu émotionnellement chargé parce que on en parlait à l'époque. Puis après, c'était des textes sur la rencontre avec les patients. Je me souviens que c'était ça. Parce que je rencontrais des patients atteints de pathologies très lourdes, mentales, incurables, hein, globalement, la vraie folie, quoi. Et cette rencontre-là, je pense que j'avais besoin de l'écrire, de la partager, et c'était un peu cathartique quand même. Et voilà, c'était... Puis je pouvais y injecter un peu de poésie, je pouvais m'entraîner à écrire, ça faisait du bien. Il y avait un peu de texte très centré sur la sémiologie, mais d'une manière un peu poétique. Il y avait des textes où il y avait des rimes, il y avait des textes où je racontais vraiment une histoire d'un patient ou d'une patiente qui m'avait marqué. Il y avait des textes très centrés sur mon ressenti, sur les questions qui se posaient. Puis voilà, après il y a eu énormément de textes. J'ai fini par en écrire, je sais pas, moi, 40, enfin j'ai pas compté, mais il y en a beaucoup qui retracent quasiment tout l'internat. Et donc c'est la rencontre avec les patients, c'est ce que moi je vivais, c'est plein de choses différentes. Et ce qui était bien, c'est que les gens commentaient, comme c'était je publiais ça sur Facebook avec un pseudonyme, commentaient, ils parlaient. Il y a aussi eu des publications dans des petits journaux d'associations d'internes, dans une revue de psychiatrie française, la lettre de psychiatrie française. C'était un texte sur une patiente borderline, qu'on peut étiqueter comme ça. Et je crois qu'il s'appelle La couleur du vide. J'avais appelé ça comme ça. C'était sur une patiente qui se scarifiait et qui me présentait ses symptômes un jour en garde et qui m'avait fait me questionner sur la scarification, le sang, est-ce qu'elle voulait me faire vivre à moi en me disant qu'elle avait envie de se scarifier devant moi, enfin voilà, des choses comme ça. Et il y a eu plein d'autres textes aussi sur la chambre d'isolement, parce que quand on arrive en tant qu'interne, on rencontre la chambre d'isolement, les contentions, est-ce qu'on fait du mal ou bien aux patients, qu'est-ce que c'est la chambre d'isolement, qu'est-ce que c'est les neuroleptiques, qu'est-ce que c'est d'être désorganisé, d'avoir une pathologie psy gravissime, aiguë, agitée, qu'est-ce qu'on fait dans cette chambre, est-ce que c'est bénéfique ou pas, enfin on se pose toutes cette question-là, donc je pense que donc c'était toujours, j'ai écrit ça un peu poétiquement, mais il y avait eu beaucoup de réponses, je me souviens sur les réseaux, les gens parlaient entre eux, sur la chambre d'isolement par exemple, sur les contentions, c'était multidisciplinaire, il y avait des infirmiers, des aides-soignants, il y avait des internes, il y avait des médecins, donc c'était intéressant en fait de les voir débattre après sur ces textes que je pouvais écrire. Et puis après au fur et à mesure aussi j'ai rencontré des gens qui m'envoyaient pas mal de messages en me disant merci ou en me posant des questions, en commentant ce que je disais, et puis aussi des externes qui me disaient par exemple que ça leur donnait envie de faire de la psychiatrie, que ça leur donnait envie de découvrir ça et que ça leur donnait confiance.
et des internes aussi. Voilà, donc moi ça me portait un peu, quand même. Et aujourd'hui, tu n'écris plus ? Alors, si, j'ai écrit il y a un mois, je crois. J'ai écrit beaucoup moins à partir du moment où j'ai commencé à faire des stages de pédopsychiatrie. C'est-à-dire mon 6e semestre d'internat. J'ai beaucoup écrit sur les adultes parce que c'était facile. C'était facile pour moi parce que je sais pas, quand j'ai commencé avec les ados, écrire sur les ados, j'avais l'impression enfin, c'était illégitime de ma part d'écrire sur leur histoire. Il y avait quelque chose comme ça, un sorte de blocage. J'ai écrit quelques fois sur les ados, mais avec beaucoup moins de précision et beaucoup plus centré sur ce que moi je vivais. Mais je crois aussi c'est parce que ce que je vivais avec les ados était beaucoup plus fort, avec les ados et les enfants. Donc j'ai moins écrit, mais j'ai peut-être écrit plus de choses. Puis après est venu un moment particulier de mon internat où j'ai pris une année de césure pour faire un master de recherche. Et donc voilà, j'ai fait des remplacements, des choses comme ça, puis sont venus d'autres stages, et j'ai aussi vécu un suicide. J'ai vécu le suicide d'un de mes patients ado. Et donc ça, c'est très particulier dans la carrière d'un interne et d'un médecin psychiatre, mais finalement, voilà, ça arrive, c'est comme ça, malheureusement. J'ai dû énormément travailler là-dessus, j'ai dû beaucoup prendre de recul, de retrait, j'ai dû beaucoup parler avec mes chefs, avec mes pairs, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le suicide lui-même, sur la psychiatrie, la douleur, la souffrance. Et donc ça aussi, ça m'a un peu freiné d'écrire à ce moment-là. C'était plus dur de partager ça. Mais je l'ai fait près d'un an après, je crois. J'ai écrit sur le suicide plusieurs mois. Ça a mis beaucoup, beaucoup de mois. Mais ça m'a aidé, encore une fois. Ça m'a aidé parce que c'était bénéfique de partager ça, parce que c'est une de nos réalités. On peut avoir tout fait bien, ce qui était le cas, dans le maximum de ce que je pouvais faire. Mais malheureusement, parfois ça arrive. Et il faut pouvoir avancer, et il faut pouvoir s'en nourrir et en créer une boussole, en fait, de ces épisodes-là. Mais j'écris toujours. J'ai écrit un texte il y a un mois. J'avais plus de mal là parce que mon dernier stage c'était avec les bébés. C'était de la périnatalité avec les bébés et les jeunes enfants, donc même problématique, plus difficile d'écrire sur les enfants. Mais j'ai écrit parce que le dernier texte que j'ai écrit, c'est parce qu'on m'avait donné la tâche de lire un dossier qui datait d'il y a 30 ans. Donc une expérience assez étrange. C'était une enfant qui avait été prise en charge il y a 30 ans, quand elle avait 9 ans. Et donc il y avait un dossier de centaines de pages. Au début, je croyais que ça allait être une tâche ingrate. Mais en fait, la psychiatre qui avait écrit ce dossier-là, elle a écrit avec brio. Elle écrivait des observations très fines, avec une narration. Elle écrivait comme des histoires. Et en fait, c'était passionnant à lire, mais c'était aussi très déroutant parce que je rencontrais cet enfant et sa fratrie et sa famille et leur histoire par les mots de cette psychiatre. Et donc j'ai lu tout ce dossier, j'en ai fait un condensé pour un psychiatre adulte qui suit cette même enfant qui est devenu adulte 30 ans plus tard, qui quasiment voilà, moi à cette époque-là, j'avais 1 an, quoi. Donc c'était comme une capsule temporelle. Et donc j'ai écrit un dernier texte là-dessus, sur le fait d'avoir lu ça. Et en fait, ce texte, c'est un email que j'ai écrit à la psychiatre qui a suivi cette patiente. Et donc j'ai écrit un email en la remerciant d'avoir pris le temps de bien faire ça, d'avoir bien noté tout ça, d'avoir été fine, d'avoir tenté d'aider cette patiente avec une histoire très compliquée. Et en fait, elle m'a répondu à ce mail. Donc j'ai pas mis la réponse parce que c'est pas mon écrit. Mais voilà, ce texte, il s'appelle, je crois, je l'ai appelé « Et elle donna le biberon au crocodile » parce qu'elle décrit en fait, la psychiatre décrit les jeux que l'enfant fait. Et elle a une lueur d'espoir quand, pendant un jeu, l'enfant donne le biberon au crocodile. Le crocodile, c'était toujours l'objet menaçant dans les jeux. En fait, c'est voilà, une patiente qui vivait des trucs très très compliqués. Donc voilà, c'est le dernier texte que j'ai écrit en tant
fac l'interne de psy, mon pseudonyme. Alors je ne suis plus interne. Et je sais pas, je vais écrire peut-être d'une autre manière, d'autre façon. Et c'est vrai que je passe à autre chose en tout cas. Terminer ton internat, c'est aussi terminer un cycle d'écriture. Ouais, j'ai l'impression. J'avais de plus en plus de mal à écrire comme ça, et puis je crois, oui. Puis en plus, la fonction qu'avait ce pseudonyme, ou qu'avait ce conte, ou qu'avait ce recueil, ça devient un recueil maintenant, c'était de suivre un interne. On pourrait prendre ça et suivre un docteur, je pourrais continuer, mais je crois que c'est pas là où je veux aller. Si je veux écrire sur ce que je vis ou ce que je fais, il faut que je trouve une autre façon de le faire. Les gens m'ont demandé de continuer, j'ai eu des messages, poser la question, parce que je crois que ça peut être aidant pour certains, parce que d'autres sont curieux de savoir ce qui se passe en coulisses, d'autres aiment la façon dont j'écris, d'autres aiment qu'on puisse partager ça. Mais je crois que ouais, là il y a une nouvelle étape, et il y a d'autres enjeux aussi, c'est-à-dire que je ne suis plus interne, donc il y a aussi la transmission. Mais je crois que le fait d'avoir écrit, par exemple, moi, m'aide dans ce que je vais transmettre, et aux internes, et aux externes, et aux autres soignants, par exemple, si je me retrouve dans des positions de transmission, de leur dire que c'est ok, et qu'ils peuvent faire quelque chose de ce qu'ils vivent, que ce soit par l'écrit ou autre, hein, mais je veux dire que moi, je pense personnellement que ça nous rend des meilleurs soignants et aussi des meilleurs êtres humains, que d'accepter de pouvoir reconnaître ce qu'on vit, et qu'on n'est pas tout puissant, et que on vit des choses compliquées en médecine et aussi en psychiatrie, surtout parfois en psychiatrie. Ouais. Voilà, donc je pense que ça m'a appris aussi beaucoup de choses, et qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul. Et aujourd'hui, tu es tout jeune chef. Tu as dit tout à l'heure que tu devenais adulte. Tu as terminé un cycle d'écriture. Tu la vis comment, cette transition ? C'est drôle parce que en fait mes compétences n'ont pas changé en 3 jours. Hein. J'ai fini l'internat vendredi, on a commencé le clinica mardi. Mes compétences n'ont pas changé en 3 jours, mais mon statut oui. Mais là, les derniers mois c'était spécial parce qu'il y a eu la thèse, et ça symboliquement c'était très fort. Ça fait du bien aussi de terminer, de présenter ça devant sa famille, devant ses pairs, d'être reconnu, de défendre un travail, voilà. C'est là où on gagne un statut, on gagne autre chose, on passe un cap. Mais ce qui s'aligne en fait, c'est le fait d'avoir mûri pendant tout l'internat, de se retrouver en fin d'internat avec beaucoup de compétences, avec l'envie de voler de ses propres ailes. Et en fait, quand on devient docteur officiellement consacré à l'ordre, donc on passe sa thèse, et que on met les pieds dans le service le premier jour du clinica ou de l'assistanat, ça y est, en fait, on est au bon endroit au bon moment, quoi. On nous dit, ok, là t'es docteur, ta responsabilité, et donc en fait on se sent bien parce qu'on est dans la bonne position pour pouvoir dire ok, je suis docteur. Puis il y a tous ces petits trucs où, par exemple, au moment où on signe une lettre avec docteur Intel à la fin, et que c'est vraiment vrai, ça fait du bien, ça paraît. Et puis s'ouvre d'autres perspectives, les relations changent un peu, effectivement, ça se verticalise plus. Et puis il faut penser à la transmission, du coup, à ce qu'on veut transmettre aux autres, que ce soit les externes, les internes, et on se sent voilà, sur d'autres choses. Mais voilà, après moi je reste humble et la tête sur les épaules, et voilà, je continuerai à apprendre. C'est ça qui est génial, c'est que je vais apprendre toute ma vie, toute ma carrière, et j'ai choisi Clinica aussi pour ça, parce que si je vais transmettre, je vais apprendre en fait, d'une certaine manière. Je vais toujours apprendre, mettre à jour mes connaissances, apprendre aux côtés des autres, apprendre avec mes pairs, voilà. C'est ça moi, ce qui me motive, c'est ça. C'est la soif d'apprendre toujours. Et auprès des patients aussi, et des familles de patients. Au gré des rencontres. Voilà. Et après ce moment-là, oui, il est étrange, mais il fait du bien d'avancer.
Toi, tu te sens grandir. T'as pas peur. Non. Grandir, ça va venir petit à petit de toute façon. Et non, j'ai pas peur parce que j'ai envie et parce que j'ai pris les dispositions aussi pour être dans un service et sur un poste que j'aime et que je vais apprivoiser. Et en fait, je me connais, c'est-à-dire que je sais que maintenant, enfin, à la fin de l'internat et au fil du temps, je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne et je sais ce dont j'ai besoin. Donc j'ai besoin de quelque chose qui me stimule, j'ai besoin de transmettre, ça c'est sûr, c'est quelque chose que j'ai compris. J'ai besoin de transmettre et j'ai besoin d'être dans un endroit où je me sens bien et c'est le cas. Ce qui est bizarre, c'est que je suis revenu dans l'hôpital où j'ai fait mes études. Enfin, c'est pas bizarre, mais ça boucle la boucle. Je deviens chef de clinique dans l'hôpital où j'étais externe et dans la fac où j'ai fait ma P1, quoi. Donc je m'y sens bien. C'est quelque chose de l'ordre de la maison et puis de rendre. Enfin voilà, je suis confiant. Comment tu l'as choisi, ce poste, du coup? Eh bien, c'était un stage que j'ai fait il y a 1 an, mais donc c'est une maison des ados. Donc c'est un poste sur les adolescents et c'était assez évident que je voulais faire ça. Je voulais transmettre, donc je voulais faire de l'enseignement, je voulais faire de la clinique et de la recherche. Voilà, pour poursuivre ce que j'ai fait en thèse, peut-être faire d'autres choses sur la recherche. Voilà, j'ai travaillé sur ma thèse s'intitule l'expérience de la dépression chez les adolescents enfants de migrants. Donc j'ai travaillé sur ce qu'on appelle barbariquement, est-ce que j'aime pas, mais les secondes générations. Donc c'est les enfants de migrants, d'au moins un parent né étranger. Et nous, c'est une population qu'on reçoit beaucoup, avec une clinique très particulière, qui me passionne beaucoup, qui me concerne aussi personnellement. Voilà, donc la psychiatrie transculturelle, j'aime beaucoup aussi, plein de choses. Et puis je veux continuer à apprendre la psychiatrie ado, la sémiologie, psychopathologie adolescente. Enfin, il y a plein de choses, on peut se former en thérapie familiale, on peut faire énormément de choses. Voilà. Et puis donner des cours à la fac, pourquoi pas, et continuer la recherche. Et continuer ta carrière sur le côté universitaire? Ouais, je pense. En tout cas, ne pas me fermer de porte. C'était ça, c'est encore toujours ça, c'est ça depuis la P1, comme disait mon père, c'était de faire médecine parce que ça permet d'ouvrir plein de portes. Et puis là, de prendre un poste universitaire parce que là, ça ne fait que m'ouvrir des portes. Et puis parce que je pense que je m'y sens bien, voilà, lorsqu'il y a ce genre de transmission-là. Et puis parce qu'on peut aussi monter des projets, parce qu'on peut apporter des choses qui dépendent un peu de soi, qui viennent de soi. Voilà, à terme, moi, j'avais quand même cette idée de pouvoir transmettre un sorte de volet, enfin, ce serait pas une formation, mais un encadrement, on va dire, sur ce que vivent les internes. On enlève la théorie, on enlève la pratique, on prend ce qu'ils vivent eux. Voilà, donc une sorte d'encadrement narratif. On aiderait des groupes, je sais pas. Enfin, je pense à des choses comme ça où faire cheminer les internes sur ce qu'ils vivent et trouver un moyen qu'ils puissent raconter, puissent les faire progresser sur les soignants qu'ils veulent être, les médecins qu'ils veulent être, sans les juger, voilà, c'est pas, on veut pas tester leurs connaissances, non, on veut comprendre ce qu'ils vivent auprès des patients et des familles, en tant qu'humains, mais aussi en tant que médecins, et leur permettre d'avancer avec ça, parce qu'ils vivent des moments douloureux, des moments de joie, des moments de peine. Il y en a qui souffrent, effectivement, il y a aussi des internes qui se suicident. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais développer personnellement, mais il faut que j'y travaille, il faut que j'y réfléchisse. Voilà. Est-ce que tu t'imagines dans 10 ans? C'est drôle parce que c'est la question que je pose parfois à mes patients, enfin assez souvent d'ailleurs aux ados pour les embêter. C'est vraiment, c'est 10 ans ou 5. Est-ce que je m'imagine dans 10 ans? Non, je sors toujours de l'internat, tout juste de l'internat. Donc, là, m'imaginer dans 10 ans, c'est dur. Et puis c'est pas une partie de plaisir pour moi que de m'imaginer vieux. Donc non, je sais pas. Je sais pas, et c'est ça qui est excitant aussi, c'est que je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce que je vais choisir, j'ai le choix, je sais pas ce que je vais faire.
Je sais pas, au gré des rencontres, au gré des désirs, au gré de... On verra. Mais non, là, c'est peut-être la question à laquelle je peux pas répondre, dans le sens où c'est pas facile pour moi de répondre à ça. J'arrive pas à m'imaginer dans 10 ans. Je sais pas est une réponse tout à fait acceptable. Ouais, c'est je sais pas où on verra. Voilà. On en reparle dans 10 ans alors. Voilà, pourquoi pas. On va faire un podcast dans 10 ans. Je vais te poser la dernière question du podcast, qui est la suivante. Quelle est ta tenue de travail ? Ah, bah ça, nous, en tout cas dans pas mal de services de psychiatrie, ça dépend des services, hein, mais il y a des services où on n'a pas de blouse. C'est souvent les services institutionnels, hein, et, c'est souvent d'ailleurs les services, ça dépend, mais c'est souvent les services de pédopsie. Il n'y a pas de blouse. Donc moi, ma tenue de travail, c'est mes habits. Et donc ça dépend de mon humeur, ça dépend du temps, ça dépend des rencontres que je dois faire dans la journée, ça dépend de l'endroit où je vais. Donc ça peut être basket, jean, veste en jean, ça peut être full jean, ça peut être costume, ça peut être plein de choses. J'aime bien m'habiller, donc j'y prête attention. Mais c'est mes habits. C'est mes habits, donc c'est souvent moi. Et ça parle parfois. Ça parle beaucoup même. Mais on n'a pas la blouse. Et j'en suis pas mécontent, moi, de pas avoir la blouse. Ça me dérange pas, parce que jamais trop aimé la blouse, finalement. Et pendant mon internat, je l'ai portée de temps en temps, mais je trouve qu'il y a trop de choses dans les poches. On s'y perd. Puis c'est pas moi, en fait. Je crois que je suis médecin, mais je suis pas en blanc. Je te remercie Théo d'avoir répondu à toutes mes questions. Bah avec plaisir, c'était un plaisir. L'épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous a plu et inspiré. Je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram de la consulte @podcastlaconsulte ou sur le compte Twitter @podlaconsulte. J'attends avec impatience vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter et j'attends également avec impatience vos propositions d'invités ou vos témoignages de médecins. Pour soutenir le podcast, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire sur vos applis de podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt.